On va commencer. Donc, on commence par déjà dire pour quelles raisons on se retrouve ici. Donc ici, aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est la journée internationale pour les droits des femmes. Et on a organisé justement cette rencontre pour étudier, identifier et réduire les inégalités femmes-hommes dans les sciences. Donc, c'est 2 expertes, qui vont intervenir. Cette rencontre est organisée par, l'université d'Erena et rentre, dans un cadre plus vaste qui est celui du mois thématique organisé par, la ville de Rennes sur quelles priorités pour nous en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, donc, je vais commencer par remercier d'abord, la mairie de Rennes et en particulier Geneviève Letourneux et Elisabeth Mallory que je crois être avec nous, qui est chargée de mission égalité des droits des femmes de la ville de Rennes et qui nous a soutenus pour ces initiatives. Je vais aussi remercier Gladys Baour, Marie-Aude Lefebvre et Johanna Robic qui nous ont aidés et qui nous assistent pendant toute cette rencontre. Et évidemment présenter les 2 mathématiciennes qui seront ici les conférencières sur ce thème très intéressant. Alors, l'une est Colette Guillopé qui va commencer. Donc, elle est mathématicienne, elle est professeure émérite de l'Université de Paris-Est-Créteil. Elle a été chargée de mission de cette université. Elle est membre de la CPED. Elle a travaillé beaucoup dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Et elle a été présidente de l'association Femmes et Maths et présidente d'honneur de l'association Femmes et Sciences. Alors, Marie-Françoise Roy est membre de l'UR1 depuis 1983. Elle est professeure émérite et première présidente du comité pour les femmes en mathématiques de l'Union mathématique internationale depuis 2015. Elle est coordinatrice du projet A Global Approach to the Gender Gap in Math, Computing, Natural Sciences, How to Measure It, How to Reduce It. Voilà. Et donc, c'est elles qui vont nous parler de ces différences et ces inégalités entre les femmes et les hommes pendant à peu près 40 minutes. Donc, évidemment, bonjour à toutes et à tous. Et on laisse la parole à Colette Guillopé. Bonjour. Donc, j'ai été présentée. Donc, bon, je suis mathématicienne, en fait, et j'ai agi évidemment dans différents cercles. Donc, je veux bien la prochaine vue. Donc, je vais parler je veux bien la prochaine vue. Voilà, du Gender Gap in Science. Je vais parler de ce projet qui donc a été mené de 2017 à 2019. Ça a été financé par une organisation internationale. L'ISC, International Science Council, et ça a été dirigé par l'Union internationale de mathématiques et l'Union internationale de physique, de chimie pure et appliquée. Et donc, vous pouvez trouver tout ce que je vais dire, en fait, se trouve sur le site web qui est indiqué ici en bas de cette vue. Donc, ce projet a été mené par une douzaine de coordinatrices, 11 coordinatrices et un coordinateur d'ailleurs, et venant de toutes disciplines, mathématiques, informatique, physique, chimie, astronomie, histoire des sciences, et de tout pays, donc Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie. Voilà, donc je veux bien la prochaine vue. Merci. Donc, nous avons, à la fin du projet, nous avons publié un livre qui est disponible. Il a été publié il y a juste un an, 240 pages. Il est disponible
Donc, vous trouvez ça sur le site web, hein, est disponible en anglais. Et nous sommes en train de faire une traduction en français. Donc, c'est un livre qui donc décrit tout ce qui s'est fait pendant le projet, avec des tableaux, beaucoup, beaucoup de tableaux. Enfin, je ne peux que résumer le projet. En fait, je ne peux faire que le résumer en quelques minutes maintenant. Merci. Donc, dans le projet, il y a aussi, des livrets, donc il y a ce qu'on appelle du matériel, de promotion, des livrets, des diaporamas et on peut aller donc utiliser, ceci. Donc ça se trouve en anglais, en français, en espagnol et en chinois. Alors ce qui nous concerne, c'est quand même, en France, essentiellement le français, mais si vous allez à l'étranger, les personnes qui ont envie peuvent aussi l'utiliser, et présenter à l'étranger. Merci pour la suite. Voilà, alors le projet comprenait 3 parties, 3 chantiers. Premièrement, une enquête auprès de scientifiques qui a donc suscité 32 000 réponses. Deuxièmement, des analyses des publications ou alors, grâce au système, d'analyse de données massives, des milliers de publications ont été analysées depuis 1970. Et il y a aussi une troisième chantier qui était, établir une base de données de bonnes pratiques où on a listé, 68 activités, au niveau international dans chaque pays, donc ça en fait vraiment pas beaucoup par pays. Donc je reviendrai dessus sur ces 3 parties et on a, élaboré des recommandations qui sont à la fois pour les professeurs, les parents, les organisations locales, par exemple les laboratoires, hein, ce qui concerne, l'université de Rennes et les institutions scientifiques, les internationales. Prochaine. Alors l'enquête, auprès des scientifiques, donc 32 000 réponses partout dans le monde, autant de femmes que d'hommes, 130 pays, 7 langues. Alors, en fait, c'est une enquête qu'on a fait, disons, grâce à nos réseaux, hein, ce qu'on appelle en boule de neige, c'est-à-dire qu'on contacte son réseau, qui contacte son propre réseau, qui contacte, et cetera, et cetera. Et donc c'est comme ça qu'on a obtenu ces réponses. On espérait plus, mais bon, voilà, ça a quand même duré, 1 an et demi. Et voilà, donc on posait des questions qui étaient, donc relatives à toute la vie, depuis les études jusqu'au travail, les publications, tout quoi. Donc ce qu'on a constaté dans ces études, donc statistiques, hein, on a fait des tableaux, on a regardé, comparé ce que répondaient les hommes et les femmes, en fonction de leur avancement soit dans leur carrière, soit, dans leurs études. Et donc, on a constaté, alors vous voyez à gauche, hein, il y a, un tableau, qui représente, les différents sujets qui ont été abordés, hein, le harcèlement sexuel, l'encouragement par les proches, par la famille, hein. On a constaté, donc évidemment les réponses sont assez variées et le seul domaine où vraiment on n'a pas vu de différence entre les femmes et les hommes, c'était, au moment du choix de la discipline. Bon, c'était à peu près la même chose pour les femmes et les hommes. Sinon, toutes les expériences des femmes dans tous les domaines sont beaucoup moins positives que celles des hommes. Les femmes sont moins encouragées par leurs proches, elles ont moins d'exemples dans leur entourage, moins bonne qualité, elles jugent que leur formation doctorale a été de moins bonne qualité. Elles ont une progression, elles jugent que leur progression de carrière a été plus lente et qu'elles subissent un écart de salaire par rapport à leurs collègues hommes. Et c'est à signaler, c'est un résultat quand même assez important, c'est qu'un quart des femmes interrogées ont signalé avoir été victimes de harcèlement sexuel pendant leurs études ou au travail. Donc, ça n'a pas de valeur statistique, mais quand même, comme il y a beaucoup de gens qui ont répondu, on peut se dire que quand même il y a un problème. Et par ailleurs, on le sait, hein, avec le mouvement MeToo en ce moment, on sait très bien que ce sont des problèmes, même dans les milieux académiques, à l'université. La prochaine. L'analyse de publications. Donc des millions de publications. Alors, je vais montrer quelques schémas, hein, très, très rapidement. Ce qu'on peut voir en pointillé, ce sont tous les auteurs, femmes et hommes. Donc, vous voyez, depuis les années 70 jusqu'en 2018. Donc, ça a évidemment beaucoup augmenté.
et vous pouvez voir en trait continu noir le pourcentage. Donc à gauche, c'est un pourcentage, la ligne légère, c'est un nombre d'auteurs, et à gauche, on regarde le pourcentage de femmes, et vous voyez que c'est passé de 10% à 27%, 30%. Et donc ça, ce sont les données pour les mathématiques. Donc on a étudié les mathématiques, l'astronomie. Il y a des disciplines où c'est assez difficile, en chimie par exemple, où l'accès aux revues n'est pas gratuit, et donc il y a des problèmes vraiment méthodologiques, hein, pour accéder à ces données. Donc ça n'a pas été fait en chimie, mais bon, après ça peut être fait plus tard. Voilà, la suite, merci. Alors on a aussi regardé l'écart de productivité entre les femmes et les hommes, et ce qu'on a, en regardant suivant les générations, donc vous voyez les lignes bleues, donc celle qui est tout en bas, c'est les personnes qui ont commencé dans les années 70, et puis jaune, et puis vert. Enfin, quand on remonte le schéma, on voit bien que les écarts de productivité entre les femmes et les hommes ont diminué. Donc les points, disons maintenant, il y a peu d'écart, hein, entre femmes et hommes. Il y en a un tout petit peu, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein, puisqu'on est très proche de 1. Les courbes mauve, rouge et marron clair, là, sont très proches de 1. La prochaine. Alors, on a aussi regardé donc les publications dans les meilleures revues, et on s'est aperçu qu'en astronomie et en chimie, il y avait augmentation du nombre de femmes. En physique théorique, oui, je pense que c'est une erreur, hein, c'est physique, oui, c'est ça, en chimie, et en physique théorique et en mathématiques, dans les disciplines les plus théoriques, eh bien, c'est toujours, le nombre de femmes est toujours inférieur, le pourcentage de femmes est toujours inférieur à 10%. Donc ça n'évolue pas, hein, donc les meilleures théories, les meilleures, estimées qu'elles sont, comme on dit aujourd'hui, excellentes, et qu'elles sont, enfin, un tout petit peu discriminantes probablement, ou bien que les femmes n'osent pas aller envoyer des articles là-bas. Enfin bon, on ne peut pas savoir exactement, c'est difficile de trouver les causes. La prochaine. Donc la base de données des bonnes pratiques. Donc c'était pas extrêmement facile parce qu'il fallait chercher partout dans le monde. Par ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une bonne pratique? La plupart des pratiques ne sont pas évaluées. Donc il y a eu un travail fait en liaison avec ce qui avait été fait comme travail au niveau de l'UNESCO pour savoir ce que c'était qu'une bonne pratique. Donc il s'agit donc de sensibiliser les familles et les communautés pour promouvoir les carrières en sciences auprès des filles. Il s'agit d'encourager les femmes à s'intéresser aux questions scientifiques, promouvoir un soutien pour les femmes via des systèmes de marrainage et de réseaux, et développer les capacités des femmes à diriger, à avoir des positions de leadership, hein, dans les sciences, et développer leurs compétences en matière de promotion et de communication. Donc, en fait, on a classé toutes ces bonnes pratiques, hein, et on peut regarder dans chaque pays. Tout ça, c'est accessible sur un site web. Donc, voilà. Finalement, tout ce travail a servi à établir des recommandations, donc à la fois pour les professeurs et les parents, les organismes scientifiques, les établissements d'enseignement, et pour les unions scientifiques et autres organismes internationaux. Donc, ce sont des recommandations, il y en a une trentaine à peu près. Là, elles sont très, très résumées, hein, il faut aller voir le livre pour voir tous les détails. Et donc, dans tous les cas, donc si je reviens par exemple sur les organismes scientifiques et les établissements d'enseignement, donc qui sont par exemple l'Université de Rennes, le laboratoire, la composante UFR ou l'établissement. Donc promouvoir un environnement de travail collectif et respectueux, empêcher, signaler, condamner le harcèlement sexuel et la discrimination. Aborder le sujet de l'impact de la parentalité, encourager les environnements favorables aux enfants, promouvoir l'égalité des sexes dans les politiques de l'établissement. Donc, en fait, ce sont des choses qui sont, je pense que Nicoletta pourra le dire, qui sont déjà plus ou moins faites dans nos établissements, en particulier depuis 2013, où les charges de mission égalité sont obligatoires dans les établissements d'enseignement supérieur. La prochaine. J'ai presque... Ah ben voilà, donc j'ai terminé. Ça, ce sont les différents liens vers les outils du projet.
Donc, lien vers l'enquête, un outil interactif pour les publications et pour la base de données des bonnes pratiques. Donc, je voudrais remercier les personnes qui nous ont, donc Marie-Françoise Roy qui m'a aidé à préparer ces vues, Léa Castor qui a fait les quelques dessins, je ne sais pas s'ils doivent, oui c'est ça, il devait en rester un tout petit peu, hein, c'est une graphiste, et Marc César, Catherine Jamy, Sophie Dabo. Hein, Marc César est un chimiste, Catherine Jamy est une historienne des mathématiques, Sophie Dabo est une mathématicienne. Voilà, donc ben, écoutez, je crois que c'est tout. Merci pour les questions si vous en avez. Donc, on va prendre peut-être les questions tout à la fin, et avec après l'exposé de Marie-Françoise Roy. Donc, en fait, comme vous l'avez vu, Colette nous a présenté le cadre général, cadre international de leur projet d'inégalité entre les femmes et les hommes dans les sciences. Et maintenant, Marie-Françoise nous parlera peut-être un peu plus de près de ce qui se passe aussi en France et plus en particulier dans notre université. Je crois qu'on ne t'entend pas. Il faudrait que tu... D'accord, Voilà, excusez-moi, merci. j'avais Voilà. tout simplement oublié d'ouvrir mon micro. Erreur classique. Voilà, donc effectivement, je vais surtout parler de ce qui se passe en France. Donc on peut passer. Donc Johanna, c'est toi qui... Donc, qui passe aux transparences suivantes. Voilà, alors dans mon exposé, en fait, je vais parler de 3 choses. Je vais parler de la traduction en France du livre dont on a parlé tout à l'heure, de Gender Gap in Science Book. Alors, à vrai dire, on pensait être beaucoup plus avancé. On s'en occupe activement avec Colette et on aurait pensé que le livre était déjà terminé début mars, si bien d'ailleurs que je crois que ça a dû même être annoncé dans différentes versions de l'annonce, mais malheureusement, il est encore en cours. Ensuite, quelques exemples d'actions en France et puis des initiatives de l'université de Rennes 1. Alors, on commence par la traduction du livre. Alors, en fait, on ne va pas traduire ce livre en entier parce que dans le livre, il y avait des chapitres qui étaient plus liés à des activités du projet qu'on avait eues, comme l'organisation d'un certain nombre d'ateliers en Afrique, en Asie, en Amérique latine, ou également notre colloque terminal qui avait eu lieu en Italie. Donc, on a pensé que ces chapitres-là, ils étaient intéressants à publier une fois, mais peut-être pas à traduire dans toutes les langues. Donc, on va traduire essentiellement, on a traduit en fait essentiellement donc, le chapitre de synthèse et puis les chapitres pour chacun des 3 tâches dont vous a parlé Colette. Et surtout, donc, on est en train de rajouter 2 chapitres supplémentaires. Alors, un chapitre sur les femmes mathématiciennes françaises avec l'association Femmes et Maths. Donc, on n'a pas voulu faire quelque chose d'interdisciplinaire en France. On a pensé que ce serait un peu trop ambitieux. Et également, on va faire un chapitre supplémentaire sur les mathématiciennes africaines avec une association qui s'appelle African Women in Mathematics Association. Alors, je ne vais pas trop en parler, mais s'il y a des questions là-dessus, je pourrais y répondre. Alors voilà, donc vous voyez, pardon, on peut retourner en arrière encore, Johanna, donc, parce qu'on voit à droite, c'est la couverture en français du livre, donc c'est toujours avec Léa Castor qu'on travaille, elle a simplement traduit en français la couverture qu'on avait avant. Donc la prochaine maintenant. Okay. Alors, qu'est-ce que ça va être le contenu de notre chapitre en français? Alors déjà, on a interviewé 5 mathématiciennes, ou informaticiennes d'ailleurs, en leur demandant de se présenter, quel est leur résultat scientifique préféré et quelle est l'action phare qu'ils voudraient mettre en avant pour l'égalité femmes-hommes en mathématiques. Donc ces 5 femmes, il y a donc
Anne Boyer, qui est une historienne des maths et qui est présidente de l'association Famille Mathématiques, Clotilde Firmamian, qui est mathématicienne, d'âge moyen, je dirais, Geneviève Robin, qui est une assez jeune mathématicienne, Olga Romaskevitch, qui n'est plus à Rennes maintenant, mais que beaucoup d'entre nous connaissent parce qu'elle était à Rennes jusqu'à il y a quelques mois, et Anne Sigel, qui s'occupe en particulier de la commission parité au niveau de l'IRISA, qui est mathématicienne de formation, actuellement informaticienne. Donc, ensuite, on va aussi inclure quelques statistiques et puis quelques actions et initiatives. Donc, c'est ça le contenu du chapitre. Alors, je ne vais pas parler de tout, je vais parler un petit peu de statistiques et donner l'exemple d'une action et d'une initiative. Alors, au niveau des statistiques, ça c'est le tableau statistique qu'on montre quand on a envie d'être très, très déprimé. Parce que vous voyez, c'est la proportion des femmes et des hommes qui sont professeurs de mathématiques en ce qu'on appelle la 25e section du CNU, donc ça s'appelle en fait section de mathématiques. Il y a une autre section qui s'appelle mathématiques appliquées, pour laquelle la situation est un petit peu moins catastrophique, mais vous voyez donc que la situation, c'est que depuis 1996, la proportion de femmes n'a fait que diminuer en partant déjà de moins de 10% et actuellement en train de baisser. Donc, on a estimé que si on continue sur ce rythme-là, en 2075, il n'y aurait plus une seule femme professeure de mathématiques à l'université en France. Donc, voilà. Donc, bon, donc, attendez, pas tout de suite. Voilà, donc je voulais simplement dire que c'est effectivement un travail qui est fait depuis des années par l'association Femmes et Mathématiques et notamment son ancienne présidente Laurence Grosse. Voilà, donc on passe au prochain. Voilà. Alors, un exemple d'action au niveau national en France. Alors, il y a un centre international de recherche mathématique. C'est un centre de rencontre d'une semaine dans lequel les mathématiciens et mathématiciennes se retrouvent pour des activités de recherche. C'est extrêmement agréable comme endroit. C'est situé à Lumini, près du parc des Calanques, et ça a été créé il y a une cinquantaine d'années. Et en fait, depuis l'origine des temps, disons depuis le début du CIRM, il était interdit d'y amener des bébés. Donc ça se traduisait par le fait que si une mère voulait allaiter son enfant, elle devait sortir, s'asseoir sur des bancs à l'extérieur du CIRM, mais il n'était absolument pas question d'entrer à l'intérieur du CIRM, etc. Et quand on posait la question là-dessus, on disait mais c'est absolument aucune mauvaise volonté de la part du CIRM, c'est simplement des problèmes d'assurance, de sécurité, etc. C'est vraiment totalement impossible. Bon, alors en fait, comme dans pas mal de choses, l'impossible est devenu possible parce qu'il y a eu tout simplement des protestations, des pétitions, et puis aussi une opportunité qui est venue du fait que les locaux ont été rénovés. Également, il y a eu des changements de directives au niveau européen, etc. Mais enfin, en tout cas, donc depuis 5-6 ans, 3 ans en fait, mais ça a été décidé il y a 5 ans, maintenant les bébés sont désormais bienvenus. Il y a des studios familiaux et il y a aussi eu un changement du règlement pour les repas qui font que, sous la responsabilité des parents, il est désormais tout à fait possible de venir au CIRM avec des enfants. Ce qui est assez amusant, c'est qu'ils n'ont pas fait beaucoup de publicité quand ça a changé, parce que je pense qu'ils n'étaient pas très heureux non plus de la contre-publicité que leur faisait la situation précédente. C'est-à-dire que maintenant, les gens découvrent en venant au CIRM que c'est désormais possible, y compris ceux qui n'avaient pas pu amener leurs enfants il y a quelques années. Donc ça, voilà un exemple d'une chose qui s'est passée en France, dans le domaine des maths. Et là, je pense qu'après, je passe directement à la partie concernant l'université de Rennes 1. Alors en fait, il y a eu beaucoup d'initiatives de prise à l'université de Rennes 1, donc c'est une politique volontaire et déterminée au niveau de la gouvernance de l'université. Alors je sais que ça veut dire aussi des personnes qui se sont mobilisées pas loin de 10 ans. Alors, je vais citer 5 actions. Ce qui concerne les docteurs honoris causa, alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer prochainement.
la lutte contre le harcèlement sexuel, donc il y a une faute de frappe, désolé. Une initiative aussi concernant un amphithéâtre au nom de la mathématicienne iranienne et américaine Mariam Mirzakhani. Des initiatives sur les retours de congés de maternité et les activités de recherche et les soutiens aux postdoctorantes et contractuels lors de leur congé de maternité. Donc, on va détailler tout cela. Donc, vous voyez que tout ça, en fait, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qui a été dit par Colette dans les différents domaines dans lesquels on souhaite qu'il y ait des initiatives de prise. Alors, première diapositive, donc ça concerne les docteurs honoris causa. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un titre honorifique qui est décerné par une université à une personnalité éminente. Et à Rennes, il y avait eu, entre 1987, à Rennes 1, entre 1987 et 2012, il y avait eu 48 docteurs honoris causa qui avaient été, dont la personnalité éminente avait été honorée, tous des hommes. Et le 8 mars 2013, il y a eu 3 femmes qui ont été pour la première fois docteurs honoris causa de l'université de Rennes, dont Hélène Hainaut, mathématicienne dont vous voyez la tête. Et il y a eu un effort cette année-là, après une certaine, comment dire, on est un petit peu retombé dans l'ornière, puisque entre 2014 et 2019, il y a eu seulement 3 femmes et quand même 12 hommes qui sont nommés docteurs honoris causa. Enfin, disons qu'il continue maintenant à y avoir un petit volet de femmes qui sont maintenant docteurs honoris causa de l'université de Rennes. Prochaine. Alors là, donc c'est la lutte contre le harcèlement sexuel. Donc, il s'agit de prévenir et de lutter contre le harcèlement sexuel et c'est un dispositif interétablissement qui a été monté au niveau, pas seulement au niveau de Rennes 1, mais au niveau de toute l'université de Rennes, donc au niveau projet UNIR. Donc, ça concerne l'université de Rennes 1, l'université de Rennes 2, l'ENS de Rennes, l'INSA et un certain nombre d'écoles. Et si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, vous pouvez taper lutte contre le harcèlement sexuel, Université de Rennes 1, et vous tomberez sur une excellente présentation de Nicoletta, d'ailleurs, parlant de tout ce qui a pu se faire dans ce domaine. Je crois qu'on va voir on aura un petit film après, c'est ça, à la fin de la présentation? Il y aura une vidéo, mais il s'agira plus de harcèlement de rue. Harcèlement de rue, d'accord. Et pas du harcèlement sexuel. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, prochaine. Donc, une autre initiative qui a été prise, ça a été à l'octobre 2019, l'inauguration de l'amphithéâtre Mariam Mirzakhani. Alors, Mariam Mirzakhani, c'est une mathématicienne extrêmement remarquable parce que c'est la première et unique femme à avoir eu la médaille Fields. Donc, la médaille Fields, on la présente quelquefois comme l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Donc là, il y avait, je pense, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais une bonne cinquantaine d'hommes qui avaient eu la médaille Fields depuis la création de celle-ci. Et donc, une seule femme, qui est d'ailleurs encore, elle a été la première, et jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'autre femme qui a eu la médaille Fields. Donc, elle l'avait eu en 2014. Et elle est malheureusement décédée en 2017, donc elle n'a pas du tout eu le temps, disons, elle était déjà très très malade au moment où elle a eu la médaille Fields, et donc en fait sa carrière s'est arrêtée brusquement et tristement avec un décès à 40 ans. Alors, au moment de l'inauguration de l'amphithéâtre, on avait fait une demi-journée avec 2 conférences, donc Élise Goujard et Olga Romaszkiewicz, dont je parlais tout à l'heure. Et on avait fait également une exposition, alors c'est une exposition internationale qui a été mise en place par le comité que je préside, le comité pour les femmes en mathématiques de l'Union mathématique internationale. Et cette exposition est venue à Rennes, alors au Diapason, à la bibliothèque universitaire, on avait aussi fait une table ronde fin 2019, et également à la Maison internationale de Rennes, dont dans le cadre en fait des activités autour du 8 mars de l'an dernier. On avait fait une table ronde le 11 mars. Et puis, malheureusement, il y a eu le confinement, si bien qu'en fait, pas grand monde a pu voir cette exposition.
prochaine. Alors sinon, donc, je termine par 2 initiatives. Alors une qui concerne le soutien aux doctorantes lors de leur congé de maternité. Parce qu'en fait, alors pendant déjà un certain temps, quand il y avait un congé de maternité pendant une thèse, le contrat n'était pas prolongé, il s'arrêtait tout simplement à la date prévue, indépendamment du fait qu'il y a eu un congé de maternité à l'intérieur du contrat. Bon, maintenant, depuis une dizaine d'années, le contrat est prolongé en cas de congé de maternité, mais avec une perte de rémunération éventuelle. Et c'est cette perte-là qui sera entièrement compensée par l'université de Rennes 1. Donc c'est un effort budgétaire de l'université. Prochain. Voilà. Alors après, il y a aussi le retour de congé de maternité et reprise d'activité de recherche pour les enseignantes-chercheuses. Donc, alors, il y a un mécanisme qui s'appelle le congé pour recherche ou conversion thématique. Et en fait, ça permet d'avoir une période de recherche à plein temps. Donc, qui dispense de l'enseignement et des activités administratives pendant 6 mois à 1 an. Donc, ça peut servir pour un enseignant-chercheur ou une enseignante-chercheuse qui veut partir à l'étranger, qui veut rédiger un gros travail, qui veut préparer son habilitation à diriger les recherches. Et à l'université de Rennes 1, c'est un projet, mais je crois qu'il est en bonne voie, il est prévu qu'il sera accordé de droit aux enseignantes-chercheuses qui en feront la demande au retour de leur congé maternité, ce qui peut être vraiment important dans leur carrière, parce qu'on sait très bien que c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir éventuellement un décrochage par rapport aux activités de recherche. Et je pense que c'était le dernier transparent. Oui. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marie-Françoise. Donc, moi, personnellement, j'ai beaucoup de questions et des commentaires. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public, peut-être. Johanna, tu as remarqué, il y a des questions. Donc, en fait, j'ai quelques questions. Déjà, pour mettre une note un peu plus positive sur la section 25. Donc, c'est vrai, la section 25, qui est mathématique, est vraiment très désespérante. La section 26 l'est un peu moins. Pas tant moins que ça. Si on regarde bien, on voit que, si je me souviens bien, la parité femmes-hommes professeurs arrivera que, je crois, 2275, un truc comme ça. Donc, en fait, la note positive, elle n'est pas vraiment positive. Bon. C'est mieux que l'extinction, quand même. C'est mieux que l'extinction. Alors, j'avais des questions sur, est-ce qu'il y a eu des effets de l'accueil au CIRM des bébés, ou c'est encore trop tôt pour voir des effets à cause du manque de publicité, peut-être, du CIRM à ce propos? Est-ce qu'il y a eu plus de femmes qui sont trouvées, ou c'est encore trop difficile, trop récent? Oui, alors en fait, il y a par ailleurs le CIRM, indépendamment du fait qu'il y avait un problème effectivement pour l'accueil des bébés, fait des statistiques aussi sur le nombre de femmes depuis un certain temps, encourage à ce qu'il y ait des femmes organisatrices et encourage la présence des femmes. C'était plus la présence de femmes avec bébés, d'ailleurs ça peut être des hommes avec bébés aussi, c'était le problème des bébés. Mais les femmes évidemment étaient encouragées à venir au CIRM. Donc je pense qu'il y avait un encouragement déjà assez important. Donc, je pense que on peut dire que la proportion des femmes qui viennent au CIRM correspond à la proportion des femmes dans la communauté mathématique. Donc, c'est une minorité dans l'ensemble, mais je pense que c'est de l'ordre de 30 à 30% à peu près de participation de femmes en moyenne, quoi. Donc, ce qui est pas, il n'y a pas de discrimination par rapport à la présence des... Beaucoup l'ambiance pour les quelques femmes qui venaient accompagnées de leur bébé, quoi. Donc elles apprécient énormément. Je ne sais pas si ça va se voir dans les statistiques, mais c'est quand même quelque chose d'important sur le plan humain. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? C'était beaucoup plus grave que ça. C'était pas seulement qu'on ne pouvait pas nourrir son bébé à l'intérieur, c'est qu'on ne pouvait même pas y habiter. Il y avait
Ni bébé, ni oui, enfant, je ni peux aucun expliquer, enfant. oui. Hein, c'est-à-dire qu'il fallait être à l'extérieur, on pouvait ni manger, ni y habiter. Hein, donc, c'était pas seulement qu'il fallait aller nourrir son enfant à Mmh. l'extérieur, c'était plus oui, Non, j'ai mais donné cet exemple-là parce qu'il est non, extrême mais quand c'était même, même si plus tu veux. grave, enfin, c'était vraiment plus grave, hein. Il fallait aller en camping à l'extérieur, en gros. C'est ça que ça voulait dire. Oui, il fallait loger ailleurs alors que le principe de ce genre de rencontre, c'est que justement les gens sont logés sur place pendant une semaine pour avoir l'occasion de créer des interactions scientifiques, pour les gens qui étaient accompagnés d'enfants, de bébés ou d'enfants, ils devaient aller, à l'hôtel et manger ailleurs et ils ne pouvaient pas participer vraiment à la vie sociale, du CIRM. Alors, j'ai des précisions sur les CRCT, donc sur les congés de conversion thématique et de recherche. En fait, il a été présenté déjà ces projets à un comité technique et il va être présenté à un conseil d'administration ce jeudi. Donc, effectivement, j'espère qu'il sera accepté, mais c'est en bonne voie. Donc, ça, c'est déjà une chose, quelque chose de positif, hein, au moins pour moi et pour la population des femmes de RENA. Et après, donc, donc je voulais vous faire part de deux phrases que j'ai trouvées dans deux bouquins qui ont été publiés très récemment. En fait, c'est deux mathématiciens qui sont très connus, c'est Étienne Gis et Pierre-Louis Lyons, qui ont écrit deux bouquins très récemment, l'un sur les flocons de neige et l'autre sur son histoire dans la tête d'un mathématicien. Donc, dans ces deux bouquins, il y a deux phrases qui nous ramènent aux inégalités des femmes et des hommes à l'intérieur de la communauté mathématique ou plus en général scientifique. Donc, je vais vous le lire. Donc, Étienne Gis, il a montré dans son ouvrage 20 portraits de personnages, dont seulement 2 femmes. Alors, il écrit ça. Depuis toujours, les hommes ont eu une place dominante dans les sciences et c'est injuste. Cela ne signifie pas que les femmes seraient incapables de faire des sciences. Quelques-unes ont fait des brillantes découvertes, mais elles ont toujours été tenues à l'écart de cette activité. J'aimerais que ce livre encourage les filles à observer la neige et espérons que, dans un avenir pas si lointain, la fresque se complétera avec des femmes scientifiques. Et à la fin, il conclut et il dit « Faisons-en le pari ». Donc ça, c'est une première phrase. Et la deuxième, c'est celle de Pierre-Louis Lyons, qui a toujours ces deux publications. Donc Pierre-Louis Lyons, peut-être vous ne savez pas déjà qui est Étienne Gis. Donc c'est le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et il est chercheur au CNRS de Lyon. Et donc, Pierre-Louis Lyons, c'est donc un mathématicien appliqué qui a eu la médaille Fields en 1994, donc la même médaille dont Marie-Françoise Roy parlait tout à l'heure, donc disons un équivalent, même si ce n'est pas le cas complètement, du Nobel pour les maths. Et il dit « Je suis également très fière », donc il parle de ses élèves, de la proportion de jeunes femmes parmi mes thésards. Environ un tiers, ce qui n'est pas si mal dans un milieu très majoritairement masculin. Elles ont, me semble-t-il, réussi à mener des carrières comparables à celles de mes thésards masculins, ce qui n'est pas une mince affaire dans un monde où les inégalités entre les femmes et les hommes sont si tenaces. Alors, pourquoi je vous dis ça? Donc, déjà, un peu pour venir pour un peu me rapprocher avec ce qui a été dit dans les conférences et aussi pour montrer en fait que ces deux mathématiciens qui ont écrit vraiment très récemment, un livre est de 2020 et l'autre de 2021, vraiment de ces mois, montrent qu'il y a vraiment une inquiétude et une réflexion même disons, dans un ouvrage qui est de large public, on se
je ne dirais pas justifie, mais on essaie de remettre les femmes à la place qui leur est due. Et donc, ça, je trouve que c'est important, même s'il y a quelques, comment dire, qu'est-ce que vous en pensez, Colette Guillaupier et Marie-Françoise, de ces 2 phrases de ces 2 auteurs? Mais d'abord, je vous remercie de les avoir extraits des livres en question, parce que moi, personnellement, je savais que ces livres existaient, mais je ne les avais pas lus, donc j'ai appris, je les trouve très intéressantes. Ce que je me dis, je ne sais pas s'il s'agit de vraiment d'une inquiétude ou simplement d'une sorte d'esprit du temps qui fait qu'il est impossible désormais de ne pas aborder la question, quoi, en fait. Donc je pense que c'est plus, je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, des livres équivalents n'auraient absolument pas abordé cette question disons, du manque de femmes, du fait que les femmes sont encore victimes de mécanismes sociaux qui les empêchent de briller parmi les mathématiciens à égalité avec les hommes. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est juste un reflet de l'esprit du temps, voilà. Alors Colette, tu veux? Je crois que Colette, tu dois, on J'ai t'entend pas. exactement le même avis, c'est-à-dire que quelque part, ces questions ont été mis à l'agenda de tout le monde, de beaucoup de gens, hein, ceux qui ne sont pas tout à fait complètement dans leur trou d'ivoire ou complètement, la tête dans le sable. Ça a été mis à l'agenda, de la question des femmes, dans les sciences, dans les mathématiques. Ça a été mis à l'agenda et c'est quand même, bon, et puis ainsi que d'autres questions, hein, toutes les questions de harcèlement sexuel dont je me suis beaucoup occupée aussi, et puis c'est pas fini, hein, ça a été vraiment mis à l'agenda dans les universités, hein, et dans le monde académique. J'étais en train de regarder j'ai fait des réponses, j'étais en train de regarder le chat en fait, hein, et donc j'ai fait une réponse par rapport à Marie-Aude qui a posé une question sur à quoi servait, est-ce qu'on avait une évaluation des journées filles, l'effet des journées filles qui sont organisées pour les lycéennes, hein, pour les personnes qui ne. Je voudrais juste décrire une journée fille, c'est organisé pour des lycéennes sur la base du volontariat. On les fait venir à l'université, dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc, il y en a qui sont organisés de Rennes et de la région de Rennes. Et donc, on leur fait une conférence mathématique, on les fait travailler sur les stéréotypes en mathématiques, on leur montre un peu ce qu'on peut faire avec des mathématiques, avec des témoignages. Et puis, ça se termine par une pièce de théâtre forum. La journée se termine par pièce de théâtre forum. Donc, bon, l'évaluation qu'on en a, c'est-à-dire qu'en général, les jeunes filles sont extrêmement contentes. On fait remplir un questionnaire. Par ailleurs, savoir à quoi ça sert vraiment, eh bien, on a des témoignages, on a rencontré des filles, des jeunes femmes après, qui ont vécu ces journées, une de ces journées, et qui en ont vraiment tiré quelque chose de très positif. C'est difficile de dire, enfin, ce serait compliqué, on voudrait le faire, mais c'est très compliqué. Il faudrait prendre un ensemble témoin qui n'a pas la journée, un autre ensemble qui a la journée, hein, pour savoir si vraiment ça sert à quelque chose ou pas. Pour l'instant, c'est plutôt du niveau du témoignage. Et par ailleurs, on est en train de mettre en place un marrainage, justement, des jeunes filles qui souhaiteraient être marrainées pour la suite de leurs études après le bac, celles qui ont assisté à ces journées filles. Et on est en train de le mettre en place. Donc, il faudra regarder d'ici quelques années ce qu'on a réussi à faire, effectivement, avec des marraines venant de tout métier scientifique, hein, d'entreprise. On est dans un programme qui nous permet d'avoir accès à ce genre de personnes, hein, pas seulement des personnes qui sont à l'université. Et ce que je répondais, c'est que pour les cordées de la réussite, je ne sais pas. Oui, moi, ce que je voulais rajouter simplement, c'est que ça fait partie des choses, des thèmes qui seront à l'intérieur de notre fameux chapitre sur la France, hein. J'ai juste pris l'exemple du CIRM parce que je n'avais pas le temps de parler de tout, mais on parlera en particulier de ces journées filles également. Il y a une question sur combien y a-t-il de femmes dans l'équipe d'Étienne Guis? Je ne sais pas. Dans quelle équipe?
celle de l'équipe d'Étienne Guis, tu sais, qui est à Lyon. Écoutez, je ne sais pas. Il y a récemment quelqu'un qui a été recruté. C'était un homme, professeur. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça, c'est pas statistique. De toute façon, bon, si on veut faire des statistiques, c'est pas sur une équipe qu'on peut faire ça. Il faut faire ça sur des trucs beaucoup plus larges. Hein. Voilà. 0, dit François Coquet. Il a regardé. Ben oui, il suffit de regarder, bien sûr. 0. C'est pour ça, c'est la question. Il avait la réponse. Oui, bon. je dois dire que je suis assez d'accord avec Colette. On ne peut pas regarder une personne et voir combien de thésardes il a et combien de chercheurs sont dans son équipe pour en déduire un manque d'attention sur ces sujets. Par contre, dans l'équipe, justement, dans les thésards et thésardes de Pierre-Louis Lyons, les thésardes, il y en avait beaucoup et ont eu aussi un discret succès, chose qui nous fait aussi penser à l'importance qui est souvent vraiment évidente du soutien des directeurs de thèse aux femmes en thèse. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Quand même, dans l'enquête, on a constaté quand même que le milieu des mathématiques appliquées, qui est le milieu de Pierre-Louis Lyons, il fait des mathématiques peut-être assez pures, mais vraiment quand même dans le milieu des mathématiques appliquées, est beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus accueillant pour les femmes que le milieu d'Étienne Guis, qui est le milieu, donc je ne sais pas très bien sa discipline, ça doit être la géométrie ou oui, c'est un géomètre, oui. Hein, c'est un géomètre, et donc ce milieu est beaucoup moins accueillant. Il y a des femmes, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, et c'est très très difficile de pas se faire, de se faire accepter. Enfin, je pense que vraiment. Oui. Et en plus, bon, les femmes attirent les femmes, les hommes écartent les femmes. Enfin, dans un milieu qui est extrêmement difficile et dur, quoi. Oui, c'est pas seulement en maths d'ailleurs qu'on a constaté ça, parce que c'est le cas aussi en physique théorique par rapport à la physique appliquée, en astronomie aussi, il y a vraiment des différences importantes suivant les domaines en fait. Et d'une façon générale, c'est dans les domaines les plus théoriques qu'il y a le moins de femmes. Et alors, donc il y a une proportion de... Marie-Aude demande quelle est la proportion de jeunes filles entrant en formation supérieure et se dirigeant vers un doctorat. Bon, en fait, tout ça, ça existe. Hein. Je ne peux pas dire ça, enfin, vers un doctorat, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, entrant dans une formation supérieure, on sait que, bon, ça existe. Bon, les femmes, les jeunes filles réussissent bien au lycée, mieux que les garçons, ça, c'est établi. Elles continuent des études, si elles le peuvent. Mais plus on monte dans les études, plus on va trouver de garçons et moins il y aura de filles. Parce que souvent, elles ont l'impression qu'elles sont obligées de travailler plus rapidement, parce que plein de raisons. En fait, ce n'est pas une seule raison qui fait qu'on trouve moins de filles au niveau du doctorat qu'on en trouve proportionnellement qu'on en trouve en première année d'études. Puis en France, il y a aussi les mécanismes particuliers liés aux grandes écoles, aux classes préparatoires. Oui. Etc. Donc, ce qu'on constate, on a fait des études, les filles par exemple sont sursélectionnées en classe préparatoire, c'est-à-dire qu'un dossier moyen de garçon sera admis en classe préparatoire et pas un dossier de filles. Enfin, il y a plein de choses qui se passent à l'école et c'est terrible, enfin une discrimination sournoise qui fait que les filles, eh bien, elles ne restent pas aussi longtemps et ne montent pas aussi haut à la fois et dans les études et dans leur carrière dans le secteur privé ou dans le secteur public, c'est pareil. Hein. Bon, il y a des différences, mais c'est un peu pareil. Voilà, donc quelqu'un a mis dans le chat a mis la référence de la brochure, hein, les filles et garçons sur le chemin d'égalité de l'école à l'enseignement supérieur qui sort chaque année, et donc on peut voir effectivement des statistiques sexuées et les différences d'orientation des filles et des garçons et ce qu'elles deviennent. Je pense qu'elle est sortie aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et toutes les statistiques ont été envoyées au ministère aujourd'hui, donc le 8 mars. Donc il y en a pas mal qui sont sortis bon, ça sort tous les ans et c'est sorti aujourd'hui.
OK. Donc, y a-t-il encore, des questions sur le chat? Donc, je voulais juste revenir, si c'est possible, sur, les statistiques existent aussi, au niveau de RENA, hein. Donc, vous pouvez, aller sur la page parité et vous aurez toutes les statistiques, hein, avec les proportions entre doctorants et étudiants, et donc étant nous une, université, scientifique, vous trouverez tout ça dans la page, parité, de l'université d'ERENA, donc avec un suivi statistique maintenant depuis, très longtemps. Alors comme, Marie-Françoise et Roy et Colette Guillopé l'ont montré, dans cette déperdition des carrières des femmes, il y a aussi une déperdition qui est due, à ce qui était montré dans leur, collines, montagnes, par le harcèlement sexuel. Donc, c'est quelque chose, qu'il faut vraiment, sur lequel il faut vraiment s'inquiéter. Le fait de subir un harcèlement sexuel le long de sa carrière, peut être, vraiment très, déstabilisant et peut vraiment, se faire sentir, disons, très mal et abandonner la carrière scientifique. Donc, c'est une chose sur laquelle, bon, à l'université d'ERENA, nous sommes vraiment très attentifs et attentives. Et donc, on a mis en place, justement, ce que disait Marie-Françoise, un groupe de travail et surtout des possibilités d'alerte qui sont assez simples à utiliser. Donc, s'il y a et des étudiants et des étudiantes ou des membres du personnel, vous pouvez très facilement aller, dans la page web de l'université, hein, et vous trouverez, dans un onglet SOS, vous pourrez trouver juste un lien qui vous amène à déclarer, hein, des, violences sexuelles et sexistes, du harcèlement. Et donc, et c'est fait et pour les hommes et pour les femmes, hein, donc, et pour les témoins et pour, les victimes. Donc, c'est vraiment adressé à tout le monde et n'hésitez pas à, l'utiliser. Et l'importance des témoins est essentielle. Donc, on le voit toujours, les témoins peuvent, aider énormément les personnes qui subissent des violences sexuelles et sexistes et du harcèlement au travail. C'est vraiment très important. Oui, moi je voulais dire quelque chose là-dessus parce que, il y a eu des études, enfin en particulier je pense au film, le film qu'on verra, jeudi, là, Picture Scientist, qui fait, allusion, aussi, à la situation, un rapport qu'il y avait eu aux États-Unis sur, le sexisme, le harcèlement sexuel et cetera, et où on se rend compte qu'en fait, finalement, c'est pas forcément ce qu'on imagine peut-être, naïvement quelquefois, que le harcèlement sexuel, ça veut dire que quelqu'un, qui, comment dire? Des avances sexuelles, non voulues ou des comportements, même, agressifs, de d'agression sexuelle, dans l'environnement de travail. C'est vrai que ça existe, mais le harcèlement sexuel ou le sexisme, c'est vraiment beaucoup plus des espèces de blagues, des paroles qui diminuent les gens, il y a un manque de reconnaissance, il y a vraiment disons, un univers entier heu, de comportements qui font que, en particulier, les femmes peuvent se sentir très, très mal à l'aise, très diminuées, très peu encouragées, et cetera. Alors, est-ce que ces choses-là, ça apparaît dans les signalements que vous avez ou est-ce que c'est uniquement les cas, je dirais, les plus violents qui sont signalés? Non, non, il y a de tout. Ah, je pense que Colette, bon, Rénin, donc il y a évidemment beaucoup de différences, mais je pense qu'au niveau, national et peut-être Colette elle est plus, à l'aise sur les statistiques générales. Donc il y a quand même une énorme difficulté pour faire punir, les agresseurs. Donc il faut le savoir, il y a
disons, dans le monde universitaire, il y a interviennent des décisions disciplinaires, hein, à l'encontre des personnes qui agissent, donc qui harcèlent ou qui font des violences sexistes sexuelles, et très peu sont punis. Donc, ça a changé. Donc, si on regarde la situation en 2017, il y avait juste, je crois, il y a eu juste 4 sanctions au nom de mœurs, hein, donc d'un point de vue. Et par contre, là maintenant, on voit qu'il y a une grande. Donc, la parole se libère, comme partout maintenant. Et il y a aussi des décisions des sections disciplinaires qui sont plus importantes, en sachant que ça reste quand même assez limité. Donc, je sais qu'il y a eu aussi des décisions du CNESER qui vont vers des décisions plus sévères. Donc, qui confirme des décisions sévères des sections disciplinaires, je dirais mieux. Mais je pense que Colette est peut-être plus dans le... Je peux un tout petit peu intervenir, mais là, je n'ai pas d'études vraiment sous la main exactement, mais tout existe. Je dois vous dire, mais vraiment, tout existe. Tout existe. C'est incroyable. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de harcèlement entre étudiants. Il y en a je ne sais pas très bien quelle est la question, mais il y a énormément de harcèlement entre étudiants. Et il y en a un peu au niveau hiérarchique, c'est-à-dire d'enseignants sur des étudiantes. Et je dois dire que tout existe. L'imagination humaine est sans limite. Et on le voit très bien dans les jugements, en fait. Et quand on est saisi d'affaires, quand on les regarde, c'est sans limite. Donc voilà, alors voilà, je ne sais pas trop, si tu veux, le sexisme ordinaire, je ne sais pas trop si c'est vraiment, c'est pas, nous on ne les voit pas, on les voit assez peu, les histoires de sexisme, les questions de sexisme ordinaire, vraiment ordinaire, si tu veux, les mauvaises ambiances dans les laboratoires, etc. Si tu veux, moi on a des expériences tous, on a des expériences personnelles. Quand ça ne se passe pas bien, quand il y a un ou plusieurs collègues qui est sexiste, il y a des gens qui partent, des collègues hommes qui partent, qui disent « moi je ne supporte plus » et qui s'en vont s'ils peuvent partir. Bon, ça pourrit l'ambiance quand même. Après, est-ce que ça va être jugé c'est difficile à juger toutes ces histoires. D'emmener ses collègues devant la commission disciplinaire, c'est quand même un petit peu difficile. Mais ça a des effets... Vraiment, ça a des effets. Enfin, sur 1 an ou 2 ans, on a vu des gens quitter des labos parce que il y avait des collègues sexistes qui sont toujours là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on les... Il y a la possibilité de convoquer. Ça, la convocation sans une sanction est des fois utile. Et ça, je peux le dire par expérience. Il faut que les choses ne soient pas banalisées. Et au moins, il faut convoquer les gens. Il faut que les témoins sortent et qu'ils disent au moins aux directeurs et directrices des laboratoires ou plus haut que certaines choses sont intolérables et qu'il faut convoquer les gens pour leur expliquer. Il faut faire aussi ce qu'on a fait aussi dans notre laboratoire, et il faut lancer des formations. Ça, je suis convaincue que ça peut être très utile. Je suis aussi convaincue du fait qu'on peut faire des petits questionnaires. Nous, on en a fait au CHL. On en a fait aussi au centre Éric Lebègue, donc au centre d'excellence Éric Lebègue de maths. On en a fait aussi ailleurs où on a trouvé déjà, on a détecté des situations difficiles. Et aussi, on a de cette façon formé les gens en disant ce qui était, entre guillemets, permis et ce qui ne l'était pas. Donc déjà, je pense que les formations, même des petites formations, des petits questionnaires dans lesquels on évalue les ressentis des gens, c'est important. Oui, je suis d'accord, oui.
je pense que pas tout doit être passé sous les sanctions, mais je pense que on a des choses qu'on peut faire passer par l'éducation. Mhm. Euh, Oui. Nicoletta, il est pratiquement l'heure. Oui, Est-ce que c'est pas le moment quand même de parler de ce qui va se passer jeudi? tout à fait. Donc, cette conversation se termine et donc je vais vous annoncer une autre action qui va avoir lieu le jeudi prochain. Cette action donc, consiste dans la projection avec toujours les services culturels et les services de communication d'un film qui est Picture Scientist. Et donc ce film raconte l'histoire de 3 chercheuses scientifiques. Et ce film qui sera suivi par un débat et une conférence, donc débat-conférence, table ronde, où interviendront 2 personnes. Anne Siegel, qui a été citée tout à l'heure par Marie-Françoise Roy, parce qu'elle a témoigné dans la partie française sur les maths dans le livre Gender Gap. Et qui est donc une informaticienne, mathématicienne qui est au CNRS, directrice des recherches. Et Eugénie Saïta, qui est maîtresse de conférence à l'université d'Erena et qui est une spécialiste donc, dans les laboratoires à Rennes, qui est une spécialiste dans les problèmes de disons, la représentation des femmes dans les médias. Donc, plus sur disons, journalisme et visibilité des femmes, représentativité des femmes. Donc, tout ça jeudi. Donc, il y aura une première partie d'1h30, de 18h à 19h30, et une deuxième partie entre 19h30 et 21h. Et donc, je voulais aussi annoncer, maintenant, je pense que Johanna pourra faire partir aussi une autre action de l'université qui a été menée par toutes les universités disons, du projet de Rennes, qui est la constitution d'un guide, qui est le guide disons, contre le harcèlement de rue à Rennes. Donc, il y a les établissements, disons, du projet UNIR, plus l'ENSAB. Et ça, c'est aussi un projet où a collaboré la mairie de Rennes. Donc, c'est un projet qui a été mené aussi par l'association Stop Harcèlement de rue de Bordeaux, qui avait fait un premier guide à Bordeaux, qui a refait une deuxième guide à Bordeaux, et maintenant, c'est un guide à Rennes. Voilà. Donc, il y a une petite vidéo qui part là, avec des...
Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Peut-être une dernière question ou, Regarde, bon, donc il y a Brigitte, Brigitte van Tegelem. Peut-être qu'elle souhaite prendre la parole, Brigitte. Brigitte, vous lui donnez la parole ou pas? Parce qu'elle intervient dans le chat et elle a un point de vue intéressant. Vous pouvez lui donner la parole? Non, elle ne nous entend pas, Brigitte? Bon. Peut-être qu'elle ne peut pas parler, je ne sais pas. En tout cas, elle dit que l'impunité même momentanée, renforce l'agresseur, quel que soit le type d'agression, d'où sa question. Je me demandais si le fait qu'en mathématiques, la situation est tellement déséquilibrée ne favorise pas justement l'activisme et les réseaux de soutien. C'était compréhensible? Donc, j'ai lu ce qu'elle a écrit dans le chat. Et Non, bon, je n'ai pas compris. L'activisme et les... Le fait qu'on soit très peu nombreuses peut éventuellement favoriser, écoutez, qu'on s'organise en réseau. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé quand même. La création de l'association Femmes et Mathématiques, c'est quand on a compris qu'il y avait un problème, il y a 30 ans maintenant, 35 ans, qu'on était assez peu nombreuses, qu'on serait encore moins nombreuses, qu'on a créé l'association Femmes et Mathématiques. Et donc en 87, au moment de la mixité dans les écoles normales supérieures, mais il y avait quand même un petit peu plus que ça, quoi. Et donc, effectivement, peut-être le fait qu'on soit si très peu nombreuses peut éventuellement nous encourager à être plus actives, à défendre la place des femmes dans les mathématiques ou dans les sciences, peut-être, je ne sais pas. De toute façon, dans les milieux scientifiques, toutes les sciences, sauf la biologie, mais la biologie, par exemple, où il y a beaucoup de femmes, effectivement, elles n'ont pas d'association femmes et biologie, mais les femmes se retrouvent quand même discriminées puisqu'elles sont très nombreuses au niveau B et très peu nombreuses, beaucoup moins nombreuses au niveau A. Les personnes qui sont promues, il y a des femmes, bien sûr, mais c'est surtout des hommes. Donc, elles ont aussi un gros problème, enfin, que nous, on n'a pas dans la même mesure, disons. Il y a une très, très grande différence entre le nombre de femmes au niveau B, ce qui veut dire que l'avantage, l'indice, ce qu'on appelle l'indice d'avantage masculin, est très, très important en biologie, encore plus qu'en mathématiques. Et effectivement, elles n'ont pas de... Peut-être, elles ont des réseaux, elles aussi, mais elles n'ont peut-être pas d'association comme nous, femmes et biologie, comme nous, on a femmes et mathématiques. Je voudrais juste rajouter une chose que pour nous qui travaillons sur le sujet nous semble évidente, mais l'indice d'avantage masculin, en fait, c'est quoi, Colette? Est-ce que tu peux nous le rappeler? Parce que nous, peut-être, on le sait. L'indice d'avantage masculin, c'est un indice qu'on a mis en place qui mesure en fait les avantages. Alors, on calcule, je vais vous dire comment il est calculé, mais c'est mesurer le nombre de fois. Si on a un indice d'avantage 2, par exemple, ça veut dire que les hommes ont 2 fois plus de chances d'être promus professeurs ou directeurs de recherche que les femmes. Et donc, en fait, la façon de se calculer, c'est qu'on prend le nombre d'hommes professeurs sur l'ensemble des hommes enseignants-chercheurs et on divise ça par la même chose, le nombre de femmes professeurs sur le nombre d'ensemble de femmes dans la discipline, enseignantes-chercheuses. Et donc ça donne, alors par exemple au CNRS, l'indice d'avantage, alors c'est des tout petits nombres au CNRS, donc c'est... Et puis, il se passe des choses en mathématiques, mais ce qu'on constate, c'est que les femmes ont autant de chances que les hommes de devenir directrices de recherche, puisque l'indice d'avantage masculin est à peu près de 1. Alors que pour devenir professeur, c'est pas le cas. Pour devenir professeur, si on fait un calcul global pour toutes les mathématiques. Je crois que c'est 1,2. Les femmes, les hommes ont 1,5 fois ou 1,5 fois plus de chances de devenir professeur que les femmes. Et en biologie, il est de plus de 2. C'est étonnant. Alors, juste pour rentrer dans le cadre rennais, on a calculé l'indice d'avantage masculin
sur toutes les disciplines, le passage maître de conférence professeur et maîtresse de conférence professeur. Et cet indice est donné par 1,81. Et ça va de pire en pire. Alors, c'est juste pour vous montrer. Donc nous, évidemment, on est une université très scientifique, hein, donc dans les autres universités qui ont aussi une partie littéraire, les choses changent un peu. Et notre université, je trouve que j'ai calculé celui de l'année d'avant, 2018-2019, et c'était en croissance. Donc, ça veut dire que les hommes ont de plus en plus de chances d'avoir des postes de professeurs que les femmes des postes de professeurs. Voilà. Donc, alors, si tu veux, c'est quand même un calcul un peu théorique, puisqu'on sait qu'on n'est pas promu, l'établissement on n'est pas promu dans l'établissement en général. Hein, on peut l'être, mais on ne l'est pas nécessairement. Hein, donc, c'est quand même un. Mais ça montre quand même quelque chose, quoi. Ça montre quand même ce qui se passe dans les disciplines et dans les universités en général. Et donc, en université, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on ne recrute pas assez de. On devrait recruter plus de femmes professeurs. Enfin, c'est évident. Si on voulait inverser ces indices davantage masculins. Oui, il y a aussi la possibilité d'enlever les rangs de professeurs et les rangs de maîtres de conférence aux professeurs, maîtresses de conférence. Bon, c'est un long débat, donc je pense que... Donc, ça continue là sur les maths. Hein. Je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit, si c'est possible. Hein. L'indice d'avantage masculin, d'hommes d'avantage masculin, c'est ça, est à peu près de 1 aux CNRS. Et il y a une explication, en particulier, c'est que les hommes, très souvent, alors c'est un tout petit peu moins vrai maintenant parce qu'il y a un peu moins de postes, mais les hommes deviennent professeurs d'université vers 35 ans, entre 30 et 35 ans ou 40 ans. De toute façon, ils ne restent pas au CNRS. C'est une position, un poste, ils ont très vite un poste d'université. Et donc, restent au CNRS les personnes qui sont hommes, qui ne veulent absolument pas devenir professeurs, et un certain nombre de femmes qui ne veulent pas non plus devenir professeurs. Et donc, de toute façon, les femmes, elles ont beaucoup de mal aussi, elles, à obtenir des postes de professeurs à l'université. Donc, elles restent au CNRS tant qu'elles n'ont pas de poste de professeur à l'université. Donc, je veux dire, ces indices d'avantage masculin, donc c'est vraiment que pour les mathématiques, hein, pour répondre à V. Durier, hein, qui s'étonne, c'est simplement en mathématiques où il y a un phénomène particulier où le CNRS sert quand même essentiellement, alors un peu moins maintenant parce qu'il y a moins de postes de professeurs, et donc les hommes, eux aussi, sont obligés d'attendre pour devenir professeurs, mais sert essentiellement comment on appelle ça, c'est là où on fait un essaim, hein, ça c'est enfin ça sert à s'aimer ailleurs, quoi, dans toute la recherche dans les universités en France, parce qu'il y a, et c'est par exemple en physique c'est assez différent, il y a plusieurs sections de physique. En maths il n'y en a qu'une, il n'y a quand même pas beaucoup de mathématiciens au CNRS par rapport au nombre de mathématiciens à l'université, c'est minime, quoi, donc c'est pour ça qu'il y a un effet, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer, l'effet. Il y a aussi un autre effet dû au fait que le CNRS, c'est un organisme national. Et donc, il n'y a pas de phénomène de localité, surtout pour les maths. Donc, il n'y a pas le problème d'être recruté dans un endroit qui ne soit pas l'endroit où les personnes ont fait une partie de leur carrière. Donc, il y a deux parties, en fait. Donc, il y a deux parties. Il y a plusieurs effets. Hein, donc, et les maths, c'est un peu spécial, comme le dit Colette. L'effet de la localité, si tu veux, au CNRS, pour devenir DR, il faut pratiquement que tu bouges. Hein. Tu ne peux pas rester au même endroit. On peut ne pas rester au même endroit, mais on a toujours la possibilité de ne pas être trop loin. Voilà, et puis on peut revenir surtout, une fois qu'on est promu, et on peut revenir. Donc, il y a vraiment une différence. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais de toute façon, ça concerne très, très peu de gens. Ça concerne très peu de gens, mais justement, c'est une discipline très particulière et qui se donne des fois des règles aussi très particulières. Donc,
Donc, il y a des endroits où ces indicateurs sont publiés. Déjà, sur pour les indicateurs de RENA, ils sont publiés toujours dans la page web que Johanna met en place. Et aussi, donc maintenant, toutes les universités vont établir, presque toutes, un plan d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et normalement, il y a tout un tas d'indicateurs qui sont demandés aux universités, qui vont être publiés. Et ils vont être publiés sur le site du ministère et sur le site... sur les sites des universités. Il y a aussi des rapports du CNRS tous les ans sur les... Donc, si c'était la question c'était sur le CNRS, c'est sur le site du CNRS. Voilà. Donc, il y a pas mal de données un peu partout. Donc, ça, il y a les chiffres de l'égalité aussi qui est sorti aujourd'hui aussi du ministère, donc où on donne tous les chiffres de l'enseignement supérieur en termes d'égalité femmes-hommes. Donc, je pense qu'on peut terminer. Donc, je vais encore remercier Colette Guillopé et Marie-Françoise Roy pour leur intervention et tous les présents et pour les questions. Évidemment, encore tous les services culturels et les services de communication que j'ai déjà remerciés tout à l'heure et la ville de Rennes et tous ceux et celles qui ont participé. Donc, à bientôt, j'espère jeudi. Je vous assure, j'ai vu le film, il est vraiment très bien. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y a plein de questions que ça pose et donc je vous conseille de venir. C'est 1h30 qui sont bien employées et très intéressantes. Ok, un grand merci de nous avoir invités quand même. Oui, merci beaucoup. Et de pouvoir être à Rennes. C'est dommage d'être loin. Mais c'est un peu dommage, on ne peut pas se toucher. Mais voilà. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. merci beaucoup. Au revoir.